Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle émission dans le cadre du partenariat avec le Lotus et l'éléphant. Et ce soir, c'est une vraie surprise littéraire, donc je suis vraiment ravi de faire cette émission puisque nous recevons Catherine Roumanoff. Catherine, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous, Pascal. Alors moi, je suis ravi parce que j'ai reçu le livre qui vient de sortir il y a très peu de temps. Alors, comme je vous disais, Catherine, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le finir, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, au moins, je ne serai pas tenté de trop en dire sur l'intrigue du livre. Alors, ce que je vous propose, Catherine, pour présenter le livre, c'est de lire le petit communiqué de presse que m'a transmis Martine. Le livre, c'est Coco, une médium au grand cœur. Le livre s'appelle Le Bureau des âmes. Alors, déjà toute petite, Coraline dite Coco voyait des âmes défuntes. En grandissant, son don s'est affirmé. Mais à 25 ans, elle n'a qu'une seule idée, rencontrer l'amour et mener une vie ordinaire pour être comme tout le monde. Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse, le bonheur à peine effleuré, tout bascule. Son amant est victime d'un terrible accident et l'appelle depuis les portes de l'au-delà. Coco, qui n'assumait pas ses dons, va devoir faire volte-face et s'appuyer sur le monde invisible. Saura-t-elle faire face à son destin, assumer qui elle est et sauver celui qu'elle aime? De Paris à Rome, de Sienne à Athènes, entourée de ses amis vivants et vivants morts, Coco, la médium au grand cœur, chemine vers sa vérité. Voilà, alors ça c'est un pitch quand même super intéressant, je trouve quand même, effectivement. Alors, Catherine, pour vous présenter rapidement, donc vous avez eu plusieurs vies, vous avez été artiste plasticienne, designer, prof de théâtre, avant de découvrir l'hypnose et d'en faire votre métier. Vous recevez aujourd'hui dans votre cabinet à proximité d'Angers, vous accompagnez vos patients en hypnose ericksonienne. Vous êtes aussi enseignante en hypnose spirituelle, libération d'âme, régression dans les vies antérieures, et vous êtes l'auteur de plusieurs manuels d'hypnose, dont le journal d'une hypnothérapeute. Et donc le Bureau des âmes, c'est votre 3e roman. C'est bien ça ? Absolument, tout est bon. Voilà. Alors, merci pour cette première interview, puisque je crois que c'est la première interview que vous donnez dans le cadre de la sortie Le Bureau des âmes. Tout à fait, il est sorti juste cette semaine et vous êtes mon premier intervieweur. Et peut-être un des premiers lecteurs aussi. Donc ça, c'est chouette. Alors, Catherine, je vous le disais en off, mais c'est pas péjoratif, mais Le Bureau des âmes, on peut le classer comme de la littérature féminine. Absolument, parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour. Donc, voilà, c'est l'idée. C'est pour un tiers un roman à l'eau de rose, un peu, puisque l'homme est un petit peu idéalisé, j'avoue, dans ce roman. On rêve tous d'être aimés et d'être aimés en retour. Et voilà, on rêve tous du grand amour. Donc là, c'est vraiment l'histoire d'un grand amour. Et c'est aussi un peu comme une enquête policière quelque part, puisque mon héroïne va être amenée à un moment retrouver son amour qui a disparu concrètement des radars, et elle va mener un peu une enquête. Donc c'est un peu un côté et puis il y a un côté de développement personnel, puisqu'elle va se retrouver à un moment crucial de sa vie et va être obligée de prendre des décisions. Donc c'est aussi un roman feel good. Voilà. Ouais, on est d'accord. Enfin, moi, je vous admets que j'ai été embarqué tout de suite. C'est ça qui. J'ai été embarqué dès les premières pages. J'ai été embarqué, alors parce que on pourrait dire littérature féminine. Bon, c'est pas tout à fait moi, c'est pas tout à fait ce que je dis d'habitude, mais là vraiment j'ai été embarqué par l'histoire, par le personnage Coraline. Et moi, ma première question, c'est qu'il y a un petit peu de Coraline en vous ou un petit peu de vous en Coraline? Alors bon, le thème abordé, qui est un peu le même finalement, parce que c'est mon 3e roman, qui est un peu le même, c'est-à-dire il y a forcément, enfin, l'idée c'est est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe à la fin du corps physique que l'on a? Et dans ces 3 romans, j'ai abordé de façon très différente l'idée d'une prolongation de la vie autrement en fait. Et donc Coraline, elle a ce don qu'on appelle médiumnique en fait, de communiquer avec les âmes défuntes. C'est un aspect que j'avais un petit peu abordé dans mes autres romans, mais là, on est en plein dedans. Donc, est-ce que je suis une médium? C'est ça la question? Voilà, c'est la question, Catherine. Êtes-vous un peu médium, vous aussi? Je tournais un peu autour du pot. Voilà, j'allais vous poser la question. Écoutez, je suis plus une romancière qu'une médium. Donc, effectivement, par l'hypnose spirituelle, on s'intéresse beaucoup au parcours de l'âme. On peut faire des choses assez étonnantes
sous hypnose et dans un cadre thérapeutique. Et il se trouve que je fréquente en fait dans ma vie personnelle et professionnelle en fait beaucoup de médiums et avec qui je suis devenue amie. J'ai même fondé un club qui s'appelle le club MED, pour dire le club médium, parce que finalement les médiums, que ce soit médium au sens communication avec les défunts ou médium avec l'invisible ou médium avec des forces énergétiques, finalement, dans leur vie concrète, ordinaire, ils sont parfois seuls parce que ils ont des dons qui font qu'ils sont différents des autres, justement. Et ils ont dû accepter ces dons aussi et les accepter complètement pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir devenir thérapeute. Et donc, c'est tout un parcours. Et finalement, c'est peut-être en hommage à eux que j'ai écrit ce livre, puisque c'est vraiment tout le parcours de Coraline qui est née, enfin, qui a très, très jeune, parce qu'à un moment, elle raconte son enfance, des dons absolument incroyables. Au départ, elle comprend pas que les personnes avec qui qu'elle peut voir sont des personnes qui sont décédées, en fait. Comme souvent le racontent les médiums. Au départ, ils ont l'impression que finalement, ce qu'ils vivent, tout le monde le vit. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que non, quand ils discutent avec leur grand-père qui est décédé finalement depuis plusieurs années, eh ben, ça peut étonner les parents ou d'autres personnes. Dans votre livre, vous expliquez la jeune enfance de Coraline, elle est abandonnée par sa maman, et puis au final par son papa aussi, qui va décider de la laisser à sa tante et de refaire sa vie. Des médiums que vous avez fréquentés, est-ce que c'est un parcours de vie que vous rencontrez? Est-ce que vous pensez que la médiumnité peut être quelque part, pas aidée, parce que le terme n'est pas bon, mais provoquée peut-être par des accidents d'enfance Oui, alors là, dans mon livre, c'est pas vraiment le cas. C'est pas le fait qu'elle soit abandonnée, c'est pas la fracture émotionnelle qui fait que elle devient médium. Mais effectivement, j'ai rencontré des personnes qui, suite à un grave choc émotionnel ou à une sortie de corps, étaient revenues avec des facultés, effectivement. Ouais, c'est des choses qu'on entend, effectivement. Et en plus, vous placez Coraline comme... elle n'est pas du tout hors du monde. Hein. C'est une jeune femme dynamique qui a un métier, sur le coup, très terre-à-terre, puisqu'elle est conseillère bancaire, un métier que je connais bien. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas de création, hein, il faut faire. Elle fait beaucoup, justement, le contact avec les chiffres qui sont rassurants, avec les tableurs, avec les clients qui posent toujours un peu les mêmes questions. Et voilà, pour elle, c'est un monde très rassurant. Elle veut justement avoir les pieds sur terre. Elle veut être normale. Elle veut être comme toutes les autres. Et c'est pour ça qu'au départ, elle restreint finalement ce don. Elle a ses dons de connexion, mais elle en veut pas dans sa vie. Elle veut surtout pas être médium parce qu'elle trouve que c'est un métier épouvantable. Parce qu'effectivement, passer toute sa vie à faire des communications avec des défunts, ça veut dire rencontrer tout le temps des personnes endeuillées, en fait. Ouais, donc, c'est être en contact tout le temps avec énormément de souffrance, même si, par le métier de médium, les médiums apportent forcément un soulagement, peuvent éventuellement apporter un soulagement, tout dépend un petit peu de ce qui se passe aussi pendant les séances. C'est quand même aussi un métier qui est extrêmement difficile, parce que d'abord, on a affaire à des personnes donc, qui sont en grande souffrance, qui peuvent se méfier en disant « mais c'est qui cette médium? Est-ce qu'elle est efficace, pas efficace ?» Donc, ils sont sur la défensive dans un premier temps. Et puis après, ils sont complètement dans l'émotion quand il y a une reconnaissance de la personne défunte qui se manifeste. Et puis, il y a beaucoup de questions qui sont aussi sans réponse. Donc, c'est toujours... je pense que c'est un métier très difficile. Oui, effectivement. Alors, elle ne veut pas de son don, mais enfin, elle sait quand même essayer de l'utiliser quand ça va l'arranger, parce qu'elle est célibataire et malgré tout, elle va se dire, bon, puisqu'ils sont là et qu'ils veulent me parler, je vais peut-être trouver une compétence qui va m'aider à trouver l'homme de ma vie, quand même. C'est une fille qui est très honnête, qui est très droite, et donc quand elle a un amoureux, elle dit, voilà, elle veut lui expliquer, elle va être transparente, en fait. Donc, elle lui dit, écoute, voilà, on s'entend bien, mais il faut que tu saches que ton arrière-grand-père est en train de te dire quelque chose, et du coup, ça passe mal, en fait, hein, quand on sort un petit peu de l'ordinaire, quand on sort un petit peu des... Elle se fait plaquer sur le coup, quoi. Elle se fait plaquer sur le coup, oui. Et donc, du coup, là, elle est vraiment à la croisée des chemins. Elle se dit, soit je tente d'être ordinaire et je cache tous ces dons, soit, en fait, pourquoi je m'en servirais pas pour ma propre utilisation, en fait, personnelle. Voilà. Ouais, c'est malin, quand même. Et c'est là où elle se connecte elle appelle l'invisible pour se connecter à une entité qui serait, en fait, une marieuse défunte, quelqu'un dont ça serait le métier de matcher en fait des personnalités ensemble. Et elle se dit, mais même dans l'au-delà, il y a forcément des personnes qui sont mortes et qui ont envie de caser
leurs femmes restées tout seules, ou leurs enfants, ou qui s'inquiètent pour leur progéniture en disant, bah voilà. Donc elle se dit peut-être qu'il y aurait une médium en activité dans l'au-delà, et donc elle fait appel à cette médium pour trouver chaussure à son pied. Et ça marche bien d'ailleurs. Trop peut-être bien. En tout cas, voilà, ça marche. Oui, ça marche. Et après une période de disette, elle se retrouve avec trop d'amoureux. Oui, c'est compliqué aussi. Hein, voilà, hein, tout est dans la mesure, comme disait Épicure, effectivement. Alors, elle rencontre donc un photographe, donc il s'appelle Jugan, si je le prononce bien, qui fait des photos sur lesquelles il y a peut-être des choses à découvrir quand même. Mais voilà, hein, donc là, justement, en déclarant, en disant, écoute, moi je suis médium, elle se dit, je ne vais pas perdre de temps. Hein. Oui, voilà. Je dis carrément, écoute, je suis médium, je vois des personnes décédées. Et l'autre lui répond, écoute, moi aussi peut-être, parce que quand je prends des photos, il y a des esprits qui s'invitent. Enfin, en tout cas, il y a des visages qui apparaissent qui ne sont pas là dans la réalité. Donc, est-ce que c'est une question d'éclairage? On peut toujours se poser la question. Ou est-ce que c'est une question qu'il se passe autre chose? Donc, il n'est pas effrayé, en fait. C'est peut-être le premier jeune homme qu'elle rencontre qui n'est pas effrayé par cet aspect-là des choses. Et donc, ils arrivent à parler, ils arrivent à communiquer, ils arrivent à parler justement de ces choses-là. Et elle trouve que ce garçon, la comprend beaucoup, puisqu'il a aussi cette connexion qui pour lui est juste une curiosité. C'est-à-dire il y a juste des personnes, des visages qui s'invitent alors qu'il prend n'importe quoi comme photo. C'est ce qu'on appelle ces fameuses orbes. Hein, ces invités sur les photos. Alors, est-ce que ce sont des poussières? Est-ce que c'est de la pareidolie? Est-ce que c'est autre chose? Bon, ça, le débat reste ouvert aujourd'hui et chacun a un petit peu la sienne, effectivement. Et puis, elle rencontre Félix qui, lui, est musicien. Voilà, il est passionné de musique. Elle le rencontre dans un cadre un petit peu particulier, justement, lors d'une soirée. Elle le rencontre dans un dîner et elle a une super copine. Et comme la soirée est vraiment en train de perdre un peu de son éclat, de son intérêt, sa copine lui dit « Allez, fais-nous une séance, s'il te plaît ». Sa copine la connaît très bien, elle sait de quoi elle est capable. Et elle va canaliser la mère de Félix qui est décédée un petit peu devant tout le monde. Elle va faire une médiumnité un peu impromptue. Et Félix va être bouleversé, en fait, d'avoir des nouvelles de sa mère, qui est décédée un petit peu 2 ans avant. Il était fâché. Voilà, il a un terrible sentiment de culpabilité. Il ne sait pas exactement si elle a souffert ou pas. Et elle va pouvoir, j'ai du frisson quand j'en parle, le rassurer, lui donner des nouvelles de l'au-delà. Et d'ailleurs, Coco va être en contact avec sa belle-mère, en quelque sorte, défunte, comme quoi il y a les belles-mères terrestres et les belles-mères défuntes tout au long du livre. Un sacré personnage. Il y a un moment qui me fait rire parce qu'effectivement, de se dire, mais si nos défunts nous voient, est-ce qu'ils nous voient tout le temps? Est-ce qu'ils me voient dans la douche quand je suis tout nu? C'est compliqué. Voilà. De dire, est-ce que j'ai encore une intimité ou est-ce qu'ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps? C'est une vraie question quand même. Bon, en fait, oui, alors bon, j'ai pas la réponse de toute façon, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser, des questions un peu drôles, justement. On peut, même quand dans d'autres occasions, il y a des médiums par incorporation qui sont incorporés par d'autres entités. On peut se demander si l'entité, ça lui fait pas drôle de se retrouver dans un corps d'homme ou de femme. On peut se poser toutes sortes de questions par rapport à pas mal de choses. Mais voilà, j'ai pas les réponses. Donc, vous me demandiez si j'étais médium. Non, en fait, je ne le suis pas. Bon, voilà, m'intéresse. Mais le sujet vous intéresse, effectivement. Alors, juste, on va aller jusqu'au pitch du livre. Effectivement, Coraline va vivre une vraie histoire d'amour avec Félix, hein, vraiment ça match à 3000%, mais Félix, qui est un musicien violoncelliste professionnel, part pour une tournée en Italie, et là c'est le drame, puisqu'il y a un accident de bateau, et on ne sait pas ce qui devient de Félix. Voilà, ça c'est le pitch, on n'ira pas plus loin, puis de toute façon j'ai pas lu plus loin pour l'instant. Oui, donc en fait, Coraline, qui est à Paris dans son agence bancaire en train de travailler, a un espèce de flash où elle ressent l'accident dans son corps, en fait, parce qu'elle est en connexion avec lui, et elle entend la phrase de Félix lui susurrer à l'oreille « Coco, c'est fini. C'est fini pour moi. » C'est fini pour moi, oui, effectivement. Et elle, évidemment, est dévastée. Mais est-ce que c'est vraiment fini? C'est ça la question. C'est ça la question, voilà. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini eux deux? Est-ce que c'est fini sa carrière de musicien? Est-ce que c'est fini? Voilà.
On n'en sait pas plus. C'est juste. Séjour en Italie, qu'est-ce qui est fini? Voilà, la phrase demeure mystérieuse. Et d'ailleurs, souvent dans les messages médiumniques, on a une phrase et après on va l'interpréter. Mais finalement, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Il peut y avoir 1000 interprétations. Alors, comme on l'a dit dans votre biographie, vous avez fait plein de choses dans votre vie. Aujourd'hui, vous faites de l'hypnose de façon professionnelle. À quel moment vous avez décidé de vous intéresser et je dirais même de passer le pas et d'en faire une profession? Ah, alors effectivement, c'est ce que je raconte un peu dans le journal d'une hypnothérapeute. Moi, j'ai d'abord connu l'hypnose comme patiente, en fait, et j'ai trouvé que c'était tellement remarquable. C'est-à-dire qu'on était capable de changer d'état intérieur tellement rapidement que je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les leviers? Comment fonctionne le cerveau? Moi, j'étais déprimée et je pensais que j'allais être déprimée toute ma vie. Je voyais pas la lumière du jour. Le tunnel, ouais. C'est ça. Et finalement, en quelques minutes, en quelques instants ou en quelques séances, ça dépend des gens, on peut retrouver une joie de vivre. Donc, ça m'a fascinée. La rapidité du changement m'a fascinée. Et donc là, je me suis formée, en fait, au départ pour moi, vraiment par curiosité, pour en savoir plus. Et là, j'ai vraiment découvert une philosophie, un art de vivre, une façon de faire les choses qui a libéré encore plus de choses que j'aurais pu croire à l'intérieur de moi, qui m'a donné envie d'écrire, justement, aussi. Et donc, c'est à ce moment-là que je commence à faire des livres, en fait. Alors, c'est vrai que souvent, on dit l'hypnose, est-ce que ça marche, est-ce que c'est pas vrai? On voit des spectacles, par exemple, grand public, hein, le plus connu, je pense, aujourd'hui, c'est Mesmer, qui fait faire des choses quand même assez étonnantes à son public. Et souvent, les gens disent, mais est-ce que c'est des comédiens? Est-ce qu'il arrive vraiment à le faire? Alors, il s'avère que moi, mon ex-épouse a vécu une expérience d'hypnose, elle s'est fait hypnotiser, et l'hypnotiseur lui a dit que sa chaussure était un téléphone et qu'elle était en train de recevoir un appel, mais elle m'a dit je savais que c'était un téléphone en même temps que je savais que c'était ma chaussure, et comme c'était ma chaussure, que ça avait traîné par terre, je ne voulais pas la mettre sur mon visage. Donc, mais c'est vraiment ça l'état d'hypnose, c'est-à-dire que dans cet événement cocasse, dans cette anecdote cocasse que vous racontez, en fait, elle sait et en même temps elle sait pas, et en fait c'est un état de dissociation. L'hypnose, c'est un état de dissociation. On est là et en même temps on n'est pas là. On n'y croit pas, on est rationnel et en même temps on y croit. Et c'est vraiment ces deux choses-là en même temps qu'on appelle l'hypnose, parce que c'est un état de dissociation. Donc là, c'est très spécifique. Dire à quelqu'un que sa chaussure est un téléphone, c'est juste pour rigoler, ça n'a rien de thérapeutique. Oui, mais en plus, je peux vous dire que c'est une femme très rationnelle, hein, pas du tout dans ces domaines-là. Et elle a été attrapée quand même, mais c'est vrai que je me suis dit... Vous savez, elle est suggestible, voilà. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus à quelqu'un qui est hypnotisé, parce qu'encore une fois, elle avait quand même conscience que de mettre sa chaussure sur son visage, c'était pas propre et qu'elle n'avait pas envie de le faire. Pour des raisons très spécifiques, pour des raisons très personnelles, en fait. Donc en fait, l'état d'hypnose, c'est un état dans lequel on est ouvert aux suggestions, mais dans cet état de suggestion, on va interpréter les choses aussi à notre propre façon, avec notre propre personnalité. Donc, si sa chaussure était neuve, si la chaussure venait d'une boîte de chaussures peut-être toute neuve, elle aurait peut-être téléphoné avec, en fait. Elle aurait peut-être fait, gênée par la saleté. Et ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, il lui dit votre téléphone, enfin, il lui a dit votre chaussure sonne, et on voit parce qu'il avait fait une vidéo, et en fait, elle a le pied qui vibre, quoi. C'est-à-dire, elle fait bouger son pied comme si c'était un téléphone qui vibrait. Elle a sa propre interprétation de qu'est-ce que c'est qu'un téléphone qui sonne. Ça c'est quand même étonnant. Mais alors, l'hypnose, alors nous c'est vrai qu'on fait pas mal d'ufologie, donc qui dit ufologie dit le fameux phénomène d'abduction, c'est-à-dire ces gens qui disent qu'ils se sont fait enlever par des extraterrestres, donc qu'on hypnotise les fameux époux Hill, je pense que c'est les abductés les plus célèbres, et puis des gens disent oui mais c'est des souvenirs induits, ça n'existe pas et autres, et puis ces gens aussi qui sont parfois hypnotisés et qui vont vivre des vies antérieures, en tout cas qui vont raconter des vies qu'ils auraient vécues. Est-ce que ce sont des choses que vous avez oui, alors moi, c'est ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle, ça a plusieurs volets, et notamment la régression dans les vies antérieures. Donc c'est quelque chose que je pratique, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi en tant que... Donc ça, c'est beaucoup dans mon premier roman, juste après Mon dernier souffle, puisque là, dans ce roman-là, je mets en scène une hypnothérapeute qui est spécialiste des régressions dans les vies antérieures, et donc il y a tout le parcours. Et il y a, en fait, au départ, j'ai voulu écrire des romans parce que je ne pouvais pas faire des manuels expliquant cela. Voilà. Autant les manuels que j'ai développés dans la collection Erol, que ce soit le journal d'une hypnothérapeute, journal d'une chercheuse en bonheur, 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose,
c'est des choses très carrées, très didactiques, très pédagogiques. C'est des manuels, quoi, voilà. Ouais, des manuels de pratique, en fait. Et il se passait quand même des choses en séance, et justement en hypnose spirituelle, où on peut faire des régressions dans la vie antérieure. Et je ne me voyais pas, à l'époque en tout cas, expliquer ça de façon claire et pédagogique, mais ça va peut-être venir dans un prochain. Et donc, j'ai eu envie d'écrire justement des romans pour pouvoir raconter des histoires. Donc, on est dans le cadre d'un roman, donc on peut raconter tout ce qu'on veut. On n'a pas à dire que c'est vrai, que c'est pas vrai, ou on peut faire ce qu'on veut. Donc, le roman offre une liberté fantastique. Oui, livrer des vérités, enfin, livrer ses vérités de façon un peu plus facile, peut-être. Moi, je cite souvent l'astrophysicien Carl Sagan, qui était quelqu'un de très rationnel et autres, et qui a écrit ce roman Contact, qui a fait un film magnifique. Et on sent qu'il a mis dans ce roman parce qu'il voulait dire, mais sans pouvoir le dire de façon scientifique. Et c'est un petit peu, Coraline, c'est un petit peu votre une espèce d'alter ego que vous pouvez libérer et faire vivre des aventures. Et raconter vraiment des choses, voilà, des choses. Voilà. Il faut dire qu'elle se connecte avec une fluidité absolument incroyable. Donc c'est assez, elle est assez saisissante pour ça, parce qu'il n'y a pas d'obstacle en fait. Hein. C'est vraiment quand elle veut se connecter, les connexions sont vraiment immédiates. Donc il y a un côté un peu spectaculaire. Dans la vraie vie, rares sont les médiums qui arrivent à se connecter comme ça en un claquement de doigts. Oui, effectivement. Non, c'est certain, mais excusez-moi, j'ai les cloches qui sonnent aussi de mon côté. Donc, ah bon, on est synchronisé alors. Il doit être 19h, donc c'est pour ça, voilà, quelque chose comme ça, effectivement. Donc ça m'a fait perdre un peu le fil, mais on va reprendre, effectivement. Concrètement, on a l'impression quand même, Catherine, que la période de la Covid a recablé un petit peu notre humanité, ou en tout cas beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de livres qui sortent, des expériences de mort imminente, sur les sorties de corps. Là, récemment, c'est un psychiatre qui a écrit un livre, « Nos défunts nous consolent », c'est-à-dire qu'il a... Lui, son métier, c'est de travailler dans des services de personnes qui sont vont, et puis de recevoir ces personnes, de recevoir la famille qui vient de perdre quelqu'un. Et il a fait un listing de choses assez intéressantes, de gens qui ont perdu quelqu'un, qui l'ont vu revenir, qui... Voilà, on a l'impression quand même, et je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on change un petit peu de rapport avec la mort quand même, et on commence à se dire, mais il y a peut-être quelque chose après. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des pionniers, bien sûr, hein, pour raconter les expériences de mort imminente, etc. Maintenant, maintenant, je ne sais plus combien il y a de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Enfin, c'est plusieurs millions de personnes, en fait, maintenant, qui peuvent en parler. Donc, il y a une espèce de libération de la parole, et donc, et un nombre de témoignages, grandissant, et peut-être une plus grande écoute. Alors après, quand on s'intéresse à un domaine, forcément, on devient spécialiste de ce domaine, et donc toutes les informations nous arrivent aussi. Mais voilà. Je suis étonnée, moi, par exemple, quand je tombe encore sur quelqu'un qui a peur de l'hypnose. Mais il y en a encore beaucoup, en fait, mais j'en fréquente peu. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu étonnée. Ouais, c'est vrai que... Mais on a l'impression que, non pas que la mort fasse moins peur, encore que on avait fait des belles émissions avec Philippe Baudouin, avec David Fressineau, sur le siècle dernier, où le spiritisme se développait énormément, les médiums étaient là, et vraiment, c'était un moyen pour beaucoup de femmes d'élévation sociale, avant que la science s'en empare et essaye plutôt de les décortiquer que de comprendre autre chose. On a traversé un siècle très rationnel quand même, très scientifique, où concrètement, c'était la conscience, enfin c'était le cerveau qui créait la conscience, et quand le cerveau s'arrêtait, il n'y avait plus de conscience. J'ai vraiment l'impression que ça évolue, et comment ça? Je suis d'accord avec vous. Et en fait, sur le contact médiumnique où les défunts nous consolent, en hypnose depuis de nombreuses années, en fait, et ça fait partie de l'hypnose spirituelle aussi, il y a ce contact possible avec les défunts. Alors, est-ce que c'est... Moi, j'ai la position maybe, en fait. C'est la meilleure, hein. Que ce soit d'ailleurs pour les régressions dans les vies antérieures, l'histoire qui est déroulée, est-ce qu'elle appartient à une espèce de réalité, ou est-ce que c'est une métaphore totale de l'inconscient?
ça peut être les deux. Ce qui est vécu, ce qui est expérimenté a l'air tellement vrai qu'on se dit c'est pas possible, c'est vrai. On peut faire des recherches après, parfois pour des gens qui ont des détails assez spécifiques et disent mais oui, ce cabaret existait bien en 1880, donc j'ai pu y danser, comme ça a été retrouvé dans une vie antérieure. Bon. Après, le contact avec des défunts, bon, moi je le fais assez souvent en hypnose et ça se fait très très bien. Et alors, est-ce que c'est simplement un voyage intérieur, une imagination intérieure, une élaboration liée par nos souvenirs, par ce qu'on voudrait ce qui se passe, voilà. Ou alors, est-ce que il se passe vraiment quelque chose? Donc, c'est vrai que parfois, au niveau énergétique, les sensations sont très différentes. Et à ce moment-là, l'énergie, c'est quand même les sensations énergétiques extracorporelles, en fait, ce qui se passe finalement dans notre corps éthérique, pour moi, sont un indicateur du mouvement qu'il pourrait y avoir dans la pièce, en fait. Parce que c'est vrai que c'est la vraie question de dire, mais quand on parle de défunt, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une information récurrente? Est-ce qu'on parle d'une énergie? Je me rappelle, on avait discuté avec Patricia Daré de ces petits-enfants qui se souviennent de choses dont ils ne devraient pas se souvenir, de vie antérieure et autres. Et ça, c'est passionnant. Et on se dit, mais est-ce qu'ils ont vécu cette vie ou est-ce qu'ils sont en contact avec une information spécifique? Voilà, c'est un vrai sujet. J'ai l'impression que la science, pour l'instant, ne s'en est pas parlée. Oui, on a l'impression qu'en fait, qu'il y a des champs d'information. Donc, ça peut être des champs d'information de personnes décédées qu'on capte. À ce moment-là, on a l'impression que c'est peut-être une vie antérieure, mais c'est peut-être simplement un champ d'information qui s'est manifesté à ce moment-là, une entité qu'on chope en quelque sorte, qu'on attrape, et qui va pouvoir délivrer des informations. Voilà, donc c'est en tout cas, c'est des champs d'information. Pour moi, c'est des champs d'information. Donc, qu'est-ce que c'est les champs d'information de défunts, d'entités, de vie antérieure? En tout cas, voilà, ce sont des informations. D'énergie récurrente, parce que souvent j'utilise l'analogie, c'est dur à dire, du téléphone, parce que si je suis à un endroit et que j'ai pas mon téléphone, je n'ai pas l'information, mais avec un simple appareil, je peux capter, je peux communiquer avec la Terre entière, lire des livres, faire plein de choses. Mais pour autant, le livre n'est pas là. Voilà, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Et puis, c'est vrai, quelque part, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, au fond de nous, de dire qu'il reste quelque chose et que quand on part physiquement, on ne part pas complètement non plus, quoi. C'est vrai que la mort est vraiment beaucoup plus acceptable si on pense que ce n'est pas la mort, justement. La mort est très, très acceptable, justement, si on pense qu'il y a une conscience qui reste vivante. Donc, du coup, c'est pas comme dit Coco, comme décrit Coco dans ce roman, c'est des vivants morts. Oui, alors j'aime bien ça. Voilà, c'est les vivants là, on peut se coucher, on est vivant, on a un corps, une conscience, un esprit. Et puis, il y a les vivants morts, enfin, ils sont morts, ils sont décédés, mais ils sont encore vivants. Ils sont encore là. Et ils savent quand même, dans votre roman, ils savent quand même qu'ils sont plus là, quoi. Ils sont pas complètement inconscients. Enfin, je veux dire, moi, je me rappelle d'un film que j'ai trouvé exceptionnel. Alors, si vous l'avez pas vu, tant pis, je vous le spoil. Enfin, amis spectateurs, je sais pas si vous aviez vu le film Les Autres avec Nicole Kidman. Je ne sais pas si ce film vous parle. Ça me dit quelque chose. Il faudrait me rappeler le pitch pour que je... Alors, en fait, Nicole Kidman vit dans une maison qu'elle pense hantée. Et puis, en fait, au final, on se rend compte que la maison n'est pas hantée, mais que c'est elle, le fantôme. D'accord. Okay. C'est juste qu'elle ne sait pas. Je suis désolé si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai flingué le suspense. Mais je trouvais ce retournement intéressant. Là, c'est le fantôme qui ne se rend pas compte qu'il est mort, en fait. Mais en fait, moi, dans mon expérience, puisqu'en hypnose spirituelle, et c'est encore un autre volet de l'hypnose spirituelle, il y a aussi la libération d'âme, c'est-à-dire le contact avec des entités par l'intermédiaire du sujet qui est là, en fait, qui est parasité. Et donc, il arrive effectivement que les entités ne savent pas qu'elles sont mortes. Donc là, il faut faire un peu de pédagogie et leur expliquer que... Il ne faut pas rester là. Dans leur corps, ils sont morts, c'est la première étape, en fait. Donc, il y en a qui sont perdus parce que justement, ils n'ont pas l'info. Ils s'appellent des morts très violentes, soudaines. Et ça, voilà, des gens qui n'ont pas eu voilà, ils n'ont même pas eu le temps de se rendre compte qu'ils partaient, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, effectivement. C'est vrai que c'est un sujet absolument passionnant. Mais alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Coraline, voilà, et je me dis que ce serait génial de pouvoir faire ça, va utiliser l'expérience de
de ces entités pour avancer. Et je me dis, mais qu'est-ce que ce serait exceptionnel de pouvoir profiter de tout cet héritage de notre humanité pour avancer, pour peut-être ne pas faire d'erreur. Enfin, ce serait absolument fantastique quand même. D'être conseillé finalement. Ouais, quelque part. Les personnes qui ont déjà vécu ou déjà eu ce type d'expérience, c'est ce qu'on appelle les anges gardiens ou les guides qui sont là pour nous aider et que nous n'écoutons pas toujours. On n'est pas toujours câblé, effectivement. Souvent, on sait qu'il y a des anges gardiens qui sont surentraînés, parce que ils sont très patients. Ils ont des boulets, quoi. Et c'est vrai que dans le spiritisme, souvent on dit qu'en fait la Terre n'est qu'un endroit parmi d'autres où on doit évoluer, et que c'est pas là où on met les plus futés pour l'instant, quoi. En tout cas. Ah bon, d'accord. C'est très flatteur. Voilà, ouais, c'est pas les flèches, quoi. Mais c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, c'est ça. Il y a encore du boulot, donc on va les mettre sur Terre, parce que ils sont pas prêts, quoi. Ils vont bien apprendre, et après ils pourront connaître des endroits un peu plus sympas. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que effectivement, il y a Coraline, donc, qui est médium, mais vous abordez aussi par touche, par filigrane, différents sujets aussi. Par exemple, les tarots, puisque Elena, la colocataire de Coraline, elle utilise les cartes, utilise un oracle qui est le tarot. Ça, c'est quelque chose aussi que vous étudiez. C'était une autre manière de présenter la médiumnité en présentant un peu la voyance. C'est-à-dire qu'elle a un peu des infos sur ce qui se passe, aussi ce qui se passe dans les profondeurs, presque un peu à un moment donné, elle donne des infos. On est un peu presque sur de la psychanalyse, en fait. Elle analyse, en fait, Coraline, et on est sur des choses assez profondes. Et puis aussi, avec ces tarots, elle va aussi pressentir les choses qui peuvent se passer, qui vont arriver. Donc, voilà. C'est là où elle va devoir sortir la bouteille de Cointreau pour essayer d'annoncer ce qu'elle a vu à Coraline. Bon. C'est ça. Une bouteille d'alcool à la maison, effectivement. Et puis, vous abordez, on est toujours sur Elena, qui est une vieille dame, vous abordez aussi cette médecine énergétique, ce magnétisme. Nous, on connaît bien Sylvain Perriola, qui est magnétiseur en Belgique, et on le salue. Et on a ce magnétiseur, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, on va bientôt le recevoir, en plus c'est pas bien, qui a fait des tests pour montrer qu'il pouvait avoir des résultats scientifiques, en fait. Ah oui, d'accord, c'est très intéressant. Donc effectivement, dans ce personnage de magnétiseur qui va arriver dans ce roman, je me suis inspirée d'une personne qui existe, d'un ami magnétiseur, et que je trouve tout à fait épatant. Et je me suis vraiment inspirée de lui. Donc, je me suis inspirée quand même dans ce livre de quelques personnes que je connais. Ah bah oui, non, mais c'est tout le sel justement d'un roman, effectivement, puis surtout quand ils se reconnaissent après, de dire mais ce serait pas moi ça des fois. À la fin, je fais un grand remerciement. J'ai mis merci à tous les médiums que je connais, etc., qui sont des amis. Et voilà, j'ai pas détaillé, mais. Non, c'est certain, c'est vrai que. Mais voilà, moi je trouve encore une fois le style passionnant, le pitch passionnant. Vous avez eu déjà quelques retours de lecture ou c'est encore un petit peu tôt? Je pense qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes qui l'ont lu pour l'instant. Waouh, le privilège. Ça, c'est du privilège quand même, effectivement. Un livre vient juste de sortir, voilà. Moi, quand je le lis, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, si c'est dans votre expérience aussi, mais je lis quelque chose de très visuel, en fait. Je me dis que ce serait très facilement adaptable en téléfilm ou au cinéma. Vous l'avez écrit aussi en voyant des scènes ou comment vous avez... Moi, j'écris un peu comme ça, c'est-à-dire que je vois des images, des scènes... des personnages, et après je fais que écrire ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que j'ai des images cinématographiques dans ma tête. Quand Coraline est dans son agence bancaire et qu'elle a ce spasme et cette visualisation qui lui fait dire que Félix a un gros problème, à ce moment-là elle va dans les toilettes de l'agence bancaire, etc. Et moi j'ai vraiment toutes les images de qu'est-ce qui se passe, et c'est ça que j'écris. Après j'écris. C'est ça, oui. Il y a une écriture un peu scriptée, mais dans le bon sens, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a les éléments qu'il faut, mais il n'y en a pas trop, quoi. Voilà, c'est pas trop. C'est correctement détaillé pour qu'on puisse avoir l'image en tête de la situation. Et c'est vrai que je verrais très bien
Coraline sur l'écran quand même, effectivement. Vous verriez qui pour jouer Coraline? Alors, je pensais en fait, enfin moi je me suis fait une petite planche tendance en découpant des images dans ma tête. Donc, je voyais Audrey Tautou. Mais après, c'est une question aussi de casting. Après, je pensais à Robin Renucci, d'une certaine époque, en fait. Donc, voilà, je fais rajeunir. Je me suis fait mon petit casting dans la tête, en fait. Ça aide beaucoup pour l'écriture, effectivement, de les pouvoir. Ouais, écoutez, si Audrey Tautou écoute cette émission et qu'elle veut se lancer, effectivement. Est-ce que... Alors, il y a un vrai pitch, et honnêtement, moi, je me dis que ça peut être le début d'une série, quand même. En plus, le nom, Le Bureau des âmes. Vous réfléchissez déjà à une suite ou... Après, c'est tout. Vous savez, c'est une question d'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un succès, il y a suffisamment de livres qui sont vendus, bien sûr, c'est facile d'écrire la suite. D'ailleurs, la fin, quelque part, amène une suite. Voilà. Je ne l'ai pas lu encore, donc c'est pour ça. Oui, Voilà, en fait, Coraline, elle est un peu avec ce qui se passe dans ce roman initial, elle est un peu à la croisée des chemins. Il va falloir qu'elle se réconcilie avec elle-même, avec son passé, avec ce qu'elle veut vraiment dans la vie, et trouver son propre style, en fait. Faire sien les dons qu'elle a reçus, pour que ça soit complètement en cohérence avec elle-même, etc. C'est un peu... On en est tous là, on est tous en train de chercher notre place dans le monde, notre cohérence par rapport à nous-mêmes, ce qu'on peut apporter aux autres, en fait. On est tous en train de faire cette recherche. Et donc, une fois qu'elle l'a trouvé, finalement, je pense qu'elle le trouve dans ce livre, elle trouve sa place, et ben du coup, elle va pouvoir complètement avancer. Et donc, il pourrait y avoir d'autres épisodes, effectivement. Je me dis qu'elle pourrait vivre tout à fait de nouvelles aventures. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas lu en entier, mais voilà, je me dis, là, il y a manifestement les bases d'un personnage qu'on pourrait retrouver facilement dans de nombreuses aventures, quand même. C'est vrai, parce qu'elle a un côté très original, c'est-à-dire que je ne connais pas d'héroïne qui fonctionne comme ça. Mais voilà, avec les esprits, ça fait peur, en fait. Et là, il y a un côté simple, naturel, joyeux, utilisationnel, parce que elle les utilise aussi pour avancer pour elle-même. Et en même temps, elle les respecte. Et il y a un échange, et de temps en temps, il y a des fins qui l'énervent, et d'autres qui sont très aidants. Et en fait, elle arrive à prendre en compte tout le monde et à avancer. C'est vrai que dans la littérature, c'est pas si courant, alors d'une littérature de médium et autres, mais c'est pas si courant que le médium arrive à utiliser quelque part le défunt, à travailler avec lui. Voilà, hein. Moi, je me rappelle d'un livre, mais alors on est vraiment dans un autre style, c'est le Nécroscope de Brian Lamley, mais là on est quelque chose dans beaucoup plus sombre. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment malin, ce mélange de cette Coraline moderne qui vit de sa vie et qui vit dans la vraie vie, et voilà, qui va se confronter un petit peu malgré elle, malgré tout, à cet autre monde pour pouvoir avancer. Et puis on verra bien si elle va retrouver Félix ou pas, ou dans quel état, parce que c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle va le retrouver entier? C'est un petit peu la question, effectivement. Catherine, pour vous, ce serait quoi le beau compliment qu'on puisse faire à la lecture de ce livre, en fait? Alors, vous me l'avez déjà fait en me disant que c'était bien écrit. Quand on commence, quand on commence, on a envie de savoir la suite. Donc, il y a une espèce de suspense qui se crée et que l'héroïne est suffisamment originale pour qu'il y ait une suite. Donc, écoutez, je pense qu'on m'a fait trois très beaux compliments. Et en plus, on avait hors antenne que c'était très bien documenté sur tout ce monde de médiums et des questions qui peuvent se poser. Et c'est vrai que tous les personnages, finalement, qui forment une grande famille quelque part, vont chacun avoir une posture différente et des questionnements différents, et s'apporter des réponses aussi mutuellement, et ça représente un petit peu aussi toutes les questions qu'on peut se poser autour de ces phénomènes. On a Elena qui finalement, la colocataire, qui au départ ne savait rien du tout, parce que Coraline, elle s'était bien gardée de dire qu'elle était si bizarre en fait, donc elle n'avait rien dit à sa colocataire, et qui va découvrir peu à peu les dons, et elle n'en revient pas, et on la voit aussi se transformer, parce que de découvrir tout d'un coup que la mort n'est pas la mort, ça lui redonne une espèce de peps et de joie de vivre et d'allant qu'elle avait perdu avec les années qui passent.
Je me rappelle, il y a une image qui me fait... Enfin, il y a une image que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux qui me fait beaucoup rire. En fait, vous voyez un vieux monsieur et un petit garçon à côté de lui. Et c'est le petit garçon qui dit « Oui, moi aussi, quand j'avais ton âge, ben, je ne croyais pas à la réincarnation. » Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, on voit bien, on assiste en fait quand même, on sait que les enfants, ils sont plus ouverts que les adultes. C'est comme s'il y avait, quand les enfants naissent, et vers 4 ans, vers 5 ans, vers 6 ans, ils peuvent être en contact plus facilement en fait que les adultes à toutes sortes de manifestations. Mais comme les adultes disent ça n'existe pas, c'est ton imagination, etc. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que soit, c'est eux qui vont pas en fait. Eux, ils sont de la normalité. Pas. Et donc du coup, ils se ferment. Et je pense qu'il se passe quand même quelque chose qui fait que vers 7 ans, ils se ferment, indépendamment de ce que peuvent dire les adultes. Je ne sais pas exactement comment ça marche, on ne sait pas encore. Mais... Il y aurait des recherches physiologiques à faire au niveau du cerveau. Alors, certains parlent de la glande pinéale, les cristaux de la glande pinéale qui, quelque part, sur ces âges-là, commencera à se cristalliser et peut-être à être moins souple. Mais c'est vrai, on parlait de ces enfants qui racontent des vies d'autres personnes qui ont vécu des décennies avant eux. Et c'est vrai qu'en général, à partir de 6-7 ans, ça part. Voilà, ça s'étiole et ils n'ont plus de souvenirs. Alors, est-ce que et donc, Coco raconte un moment dans le livre, justement, qu'elle est confrontée à ça quand elle a 6 ans, c'est-à-dire qu'elle voit une personne décédée, en tout cas, voilà. Et donc, elle appelle sa tante, elle lui dit, regarde, il y a quelqu'un sous mon lit. Et l'autre lui dit, bah non, il n'y a rien. Et elle se dit, mais comment c'est possible qu'elle ne le voit pas? Ça la sidère, elle est complètement sidérée. Mais plus, il est en sale état, quoi. Il sent un peu le moisi, il a des moisi. Elle perçoit vraiment dans tous les détails. Elle dit, mais comment c'est possible que ma tante, là, elle ne le voit pas? Pour elle, c'est aussi concret que ces jeux dans sa chambre. Enfin, il y a vraiment une matérialité. Et la tante ne le voit pas. Donc et là, au lieu de penser je suis folle, je suis pas comme il faut et de se fermer à ça, elle regarde sa tante et dit, mais elle est complètement... Il lui manque une case, en fait, voilà. On inverse les rôles, effectivement. Mais moi, en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans ces romans, et comme vous l'avez dit, c'est que ça permet de diffuser des idées de façon peut-être plus soft. On se fait moins, on va dire les choses aussi, Catherine, on se fait moins agresser, peut-être par les autres, parce que dès qu'on aborde ces sujets-là, il peut y avoir une agression. Hein. Enfin, vous le savez, souvent en masse, les gens vont rejeter ça, et puis après, quand vous les prenez un par un, il y a toujours quelqu'un qui a une histoire à raconter, qui lui est arrivé, qui est arrivé à quelqu'un. Ce qui est toujours très dérangeant, je trouve, c'est justement la figure d'autorité qui affirme qu'il y a que ça existe, ce monde spirituel. Je trouve que l'affirmer avec force et en expliquant aux autres, ben voilà, c'est comme ça que ça marche et pas aux autres. Moi, j'aime pas non plus cette attitude, en fait. Petit côté gourou, hein. Voilà. Après, effectivement. Donc il y a la dérive sectaire, elle est quand même, c'est un danger en fait. On est bien d'accord. Hein. Donc faut quand même rester comme mon héroïne, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. On sait que les pittis chez les Grecs étaient aussi utilisés parce qu'il y avait les pittis, puis il y avait les gens qui interprétaient ce que disaient les pittis. Donc, et en général, les gens qui interprétaient étaient quand même à la solde du pouvoir. Donc, c'est toujours pareil. Oui, elles étaient droguées, ces pauvres filles aussi, hein, quand même. Ah bah oui, complètement. Oui, complètement. Quoi. Bah, c'est... Hein, bon, c'est... Enfin, bon, c'était pas cool d'être petit, je pense. Coralie va à Delphes aussi, hein, à un moment donné dans le livre. Elle va à Delphes, elle va aussi faire un petit tour à Delphes. Oui, il se passe encore des choses, plusieurs étapes intéressantes. Voilà, donc elle revient un petit peu sur les traces des pittis, effectivement. Oui, elle va faire quelques rencontres intéressantes qui vont lui donner des infos. Alors, moi, vous l'aurez compris, mais vraiment, hein, je vous le dis, Catherine, c'est un vrai coup de cœur, ce livre. C'est pour ça que je vais vraiment... jusqu'à 1h du matin, cette nuit, je le lisais encore, en disant, bon, allez, encore un peu. Ce matin, je l'ai lu. Je ne pouvais pas le lire au travail, quand même, c'était pas possible. Mais voilà, et je vous admets que je sais que je vais le finir cette semaine. Hein, dès que j'aurai 5 minutes, je vais m'y plonger dedans et le finir. Parce que vraiment, les amis, je vous le dis, ça se lit très bien, ça se lit très facilement, et c'est pas péjoratif, hein, encore une fois. Et puis, c'est structuré d'une telle façon qu'on dit, allez, encore un peu. Et puis à un moment, il faut quand même se coucher, parce que demain, il faut se lever. Lancer le suspense à chaque chapitre pour avoir envie. C'est un petit peu ça. Mais vraiment, Catherine, j'espère qu'il y aura une suite. Je vous le dis. Hein, petit message à Martine. Hein, il faut absolument creuser ce personnage de Coraline qui, pour moi, est
est un personnage de série, mais tip-top, quoi. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est TF1, si je ne dis pas de bêtises, qui lance une série, là, avec la chanteuse Loane, où c'est un petit garçon qui discuterait avec les défunts, des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, c'est un sujet, quand même, qui est là, qui commence un petit peu à pousser les murs, donc... mais comme vous dites, Catherine, c'est pas d'affirmer que ça existe, c'est pas d'affirmer que ça n'existe pas. C'est juste de se poser la question. Et puis, je dirais que ça fait pas de mal de se poser des questions, parce que d'admettre qu'on ne sait pas tout, effectivement. Catherine, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose peut-être pour nos spectateurs ? Qu'est-ce que je peux rajouter pour les spectateurs ? J'imagine que vous avez pris quand même... Enfin, ça se sent, mais j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écrire quand même, ce livre. Voilà, on sent dans l'écriture... C'est courez vite dans votre librairie pour absolument non seulement acheter ce livre, le lire, mais l'offrir à plein d'autres gens. Voilà. C'est un livre... Mais vous savez quoi, Catherine ? C'est ce que je me suis dit. C'est un livre à offrir, en fait. Voilà, c'est un beau cadeau à faire, parce qu'il y a plein de gens qui, malgré tout, s'intéressent à ces sujets-là, mais n'osent pas le dire, ne savent pas quoi lire, ne savent pas comment se documenter. Et je trouve que c'est un très bon starter pack. Voilà, de dire, je pars de là, et puis à partir de là, ce livre va me permettre d'aller chercher un petit peu plus loin, mais je commence par ça, et puis petit à petit, je construis ma propre cathédrale. Voilà. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a fait, très réellement. Hein. Écoutez, j'ai hâte de voir cette cathédrale. Moi, je commence à avoir une cathédrale un peu... Elle commence à être bien bâtie, effectivement. Voilà, écoutez donc, Catherine, vraiment, vous savez quoi, j'ai pris autant de plaisir à parler avec vous que de lire et de vivre les aventures de Coraline et de Félix et d'Elena et de tous les personnages et de Jugan aussi, hein, puisqu'il est là aussi, je pense qu'il va avoir un rôle à jouer, mais voilà, ça je vous l'ai dit tout à l'heure en off, mais à mon avis, je vais le voir revenir dans les pages dans pas longtemps. Donc, le Bureau des âmes, c'est le Lotus et l'éléphant. Et c'est bien parce que le Lotus et l'éléphant, en général, c'est plutôt des livres de recherche, hein, sur les runes, les oracles, les tarots. Et là, c'est un roman, donc c'est bien. Ça permet aussi de continuer à s'intéresser à ces sujets, mais de façon peut-être un peu plus légère, on va dire, de façon un petit peu plus divertissante. Et c'est important aussi quand même de s'amuser dans ces recherches, effectivement. Catherine, un grand, grand merci de nous avoir consacré ce premier entretien. Parce que c'est le premier, donc ça c'est chouette. J'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir parler de ce livre et de ce sujet dans beaucoup de médias, parce que voilà, mais je ne suis pas trop inquiet, je pense que ce livre va être très bien accueilli et va faire son petit chemin. Vous voulez dire que vous êtes médium en fait ? Je ne sais pas, peut-être, allez savoir. Allez savoir. Des fois on ne sait pas. En tout cas, nous, PMI, de toute façon, vous l'avez compris, on est une caisse de résonance. Et c'est vrai que quand on a des ouvrages comme ça, ça nous paraît super important de pouvoir en discuter et de pouvoir le présenter à nos spectateurs et pour qu'ils le découvrent. Voilà. Catherine. C'est vraiment super. Merci pour cette... C'est nous vraiment qui vous remercions. Vous êtes chez nous, chez vous. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être dans le cadre de la suite des aventures de Coraline, ou dans le cadre de tables rondes que nous pourrions organiser avec d'autres chercheurs. On vous accueillera avec un très grand plaisir. Amis spectateurs, n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu sur YouTube, parce que c'est important pour l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez suivre notre actualité et nos émissions. Et puis, bien sûr, si vous voulez nous donner un petit coup de main, ça se passe par Tipeee, T-I-P-E-E-E, vous tapez Maybe Planet, vous pouvez regarder une petite pub, faire un don récurrent, partiel, permanent, c'est vous qui voyez, tout sera apprécié. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, je ne sais pas quand vous regarderez cette émission, et on vous dit à très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet pour de nouvelles aventures. Au revoir Catherine, à très bientôt. Ciao, ciao.